Salut à tous mes amis, bienvenue pour un nouveau podcast, le Club Paname, édition 28. Mes amis, nous sommes réunis ici ce soir pour parler d'un funeste événement. La défaite hier soir au Parc des Princes du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, 2-1, but de Cavani, but de Cristiano Ronaldo et de Casemiro. Ainsi s'achève notre épopée en Ligue des Champions, bien plus courte malheureusement que celle du Nice. Pourtant elle avait bien démarré avec un record de buts en phase de poule. On va analyser tout ça, on va analyser ce qu'il faut pour progresser. Et pour ça, je suis avec mon équipe du choc de ce soir. Basto. Bonsoir. Drayas. Bonsoir Jimmy. Et Olivier. Salut à tous. Merci à toi Olivier. Nous allons débattre de ça et j'ai tout de suite envie de commencer les gars. On va pas perdre de temps. On va commencer par le positif, s'il y en a, on va essayer de trouver ça. Quels ont été pour vous les points forts de ce PSG hier soir, Basto? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai un point positif, ensemble on va le faire. On va retenir le positif d'avant-match, voilà. Ensemble on va le faire, c'est mon seul point. Merci à toi, Basto. Drayas. Si on veut être gentil, on peut essayer de sauver les 5 dernières minutes de la première mi-temps et les 5 premières minutes de la seconde mi-temps. Mais voilà, c'est 10 minutes dans un océan de médiocrité. Mis à part quelques individus qui ont apporté satisfaction, pour moi il y a eu 0 point fort sur ce match. Merci à toi, Drayas. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec tes deux compères? Oui, autant l'année dernière, avant le Barça, l'environnement total du club, que ce soit les dirigeants, que ce soit la presse, avait été tout à fait nul pour accompagner ce grand événement. Autant cette fois-ci, tout le monde a été à la hauteur. Et la mobilisation a été d'une qualité exceptionnelle. Mais bon, c'est le seul point positif qu'on peut retenir et qui finalement fait apparaître encore plus douloureuse cette élimination parce que on a beaucoup parlé avant et on n'a pas été capable d'être à la hauteur des paroles prononcées. Et ça, c'est encore pire. Merci à vous. Quelque chose à ajouter? Non. Très bien, mes amis. Donc, on va passer au point faible du PSG. Là, je me doute que vous avez plein de choses à dire. Drayas, je te lance en premier. Il y a peut-être des défauts inhérents à la tactique de base d'Emery, au choix des hommes d'Emery, mais indépendamment de ces défauts inhérents, rien ne pouvait nous préparer à une prestation de ce niveau-là. Je trouve que Arrigo Sacchi, dans sa déclaration, l'a résumé parfaitement. Pour mémoire, il a dit qu'il s'attendait à voir une équipe qui avait le couteau entre les dents, mais qu'il avait vu le Real Madrid une cigarette à la bouche. Je trouve que ça résume très bien le match. Olivier tout à l'heure parlait de l'année dernière, de la faute des dirigeants. Rétrospectivement, le match de Barcelone fait, je trouve, beaucoup moins mal. Il fait beaucoup moins mal parce que Barcelone, c'était la frustration. On a vu des gamins, on a eu une défaillance totale qui était dans l'irrationnel. Et là, on a juste vu une équipe qui était pas au niveau, qui était pas capable de se préparer à l'événement, qui était assez flippante, vraiment. On avait un milieu qui a été incapable de trouver un temps d'avance. Jamais le milieu n'a su trouver ce temps d'avance qui permettait à la ligne offensive d'avoir un petit quelque chose. Une ligne d'attaque qui était trop défaillante, où les gens ne savaient pas, les individus ne savaient pas s'appuyer les uns sur les autres. Et s'il faut faire un listing des fautes d'Emery sur le match... à l'aller, on a 15 très bonnes minutes. On fait un nettement meilleur aller. Et qu'est-ce qui se passe à l'aller? Il y a Zidane qui fait un coaching en passant en 4-4-2 et on se dit sur le coup, c'est dommage, Emery n'est pas capable de réagir sur le moment, etc. Là, Zidane, il se présente exactement avec le même 11 avec lequel il avait fini le match à l'aller. Et donc, même 3 semaines après, même avec 3 semaines de préparation, Emery a été incapable de trouver la réponse. Sinon, il installe des joueurs dans des zones depuis janvier. On voit notamment Javier Pastore qui monte pour suppléer les ailiers, Draxler qui rentre pour suppléer le milieu. Il a fait rentrer Javier en 10 sur ce match, alors qu'il l'avait quasiment jamais fait depuis 1 an et demi rentrer à ce poste-là. On attendait un truc sur Emery, et le tous ensemble était allé vraiment dans cette direction. On attendait sur Emery... une qualité qu'on nous a vendue par rapport à ce coach qui était le fait d'être capable de fédérer son effectif par rapport à un objectif, de leur transmettre des émotions, de leur transmettre des sentiments.
Il avait je ne sais même pas combien de leviers pour le faire. Il y a eu une mobilisation sans précédent du club au niveau de la communication. Il y avait l'antécédent de 1993 où le PSG avait aussi perdu le match aller 3-1 à l'aller. Il y avait un nombre, et à aucun moment on a vu une équipe, en dépit des manquements qu'on pourrait peut-être, dont on va parler après, des manquements tactiques, on n'a pas vu un moment ne serait-ce qu'une ombre de supplément d'âme. Et Emery, donc, qui avait cette réputation-là, était complètement à zéro. Ensuite, je sais pas. Ensuite, on peut parler des manquements tactiques, le fait de vouloir en permanence appuyer sur deux pivots. Pendant longtemps, j'ai défendu que peut-être qu'il avait l'intention, quand Mota s'était blessé en novembre, et que c'était intentionnel de mettre un 10 au milieu. Non, en fait, on se rend compte que non, son intention, c'est vraiment jouer avec deux joueurs qui sont plus limités que les autres au milieu pour pouvoir faire des trucs vers l'avant. Et pour terminer, je nommerai juste que sur tous les matchs à domicile, on les a tous gagnés, on était une forteresse imprenable, et il se décide de perdre un seul match à domicile, et c'est celui-là. C'est même pas qu'on ne s'est pas qualifié, c'est qu'on a perdu le match. C'était une honte totale. Merci à toi, Darius. Je ressens la haine dans ton intonation de voix, et je vais lancer un autre haineux, sûrement. Olivier, toi de jouer. C'est pas de la haine, pour moi c'est la déception qui l'emporte. Quels que soient les sentiments qu'on peut avoir sur les dirigeants, sur l'entraîneur, on reste avant tout des amoureux du club. Et là, c'était une occasion extraordinaire de ressouder tout le monde. Ça s'est fait autour du club, et l'équipe n'a pas été à la hauteur de ça. Et c'est ça finalement qu'on peut regretter le plus. Cette équipe n'a pas joué ce match. Elle est passée dans ce match comme un fantôme. Elle s'est laissée faire. On avait l'impression de voir les équipes qu'on rencontre en L1. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le résultat, parce que on peut être éliminé. C'est le Real de Madrid, on l'a dit, mais on peut pas être éliminé avec une défaite. Ça, c'est pas possible. Toute compétition confondue, Paris n'a plus perdu à domicile depuis 51 matchs. Avant le Real Madrid, la dernière équipe à s'être imposé au Parc, c'était Monaco 2-0 en Ligue 1 le 20 mars 2016. Et puis la manière, comme jamais on a senti que le PSG était positionné pour renverser la situation. Il y avait quand même un passif. On n'attaquait pas ce match pour défendre un résultat, on n'attaquait pas ce match avec une avance, on attaquait ce match avec la volonté de remonter 2 buts. Et à la fois dans la composition d'équipe et dans le projet de jeu, si on peut appeler ça un projet de jeu, jamais on a senti que l'équipe était dimensionnée pour se mettre à la hauteur de cet objectif. Il a fait finalement une formation, je dirais classique, celle qu'il fait depuis qu'il est repassé au 4-3-3 en début d'année dernière. Il a remis ce milieu de terrain qui n'a jamais réussi au très très haut niveau, et qui maintenant a les handicaps de l'âge de Thiago Motta, qui en plus avait très peu joué avant ce match. Cette équipe n'avait aucun lien ni entre la défense et le milieu, et surtout entre le milieu et l'attaque. Et même au niveau de l'attaque, l'animation était déplorable, on n'a vu aucun échange. Donc c'était pain béni pour Zidane, il n'y avait aucune surprise. Et Zidane a positionné très intelligemment son équipe pour être capable de s'adapter à ce jeu-là. Et vraiment, on a senti le total décalage qu'il y avait entre une équipe mature, une équipe forte dans sa tête et dans son jeu, et une autre qui se demandait même ce qu'elle faisait là. Et à nouveau, on doit pointer la défaillance mentale, parce que, l'équipe n'a pas été capable de se mettre à ce niveau. 2, elle a perdu ses nerfs, et on reviendra sur la folie d'égoïsme de Verratti, qui laisse ses partenaires alors qu'il y avait peut-être encore une petite chance. Et puis à la fin du match, mais c'était la débandade. On aurait pu prendre 4-5 buts supplémentaires. On n'a rien senti, aucune réaction. Alors que le public a encouragé jusqu'au bout. Moi, j'avais honte. J'avais mal pour ces supporters qui se sont déplacés, qui ont cru à tout ça et qui ont assisté à ce spectacle d'une équipe qui s'offrait, d'une équipe qui s'abandonnait, d'une équipe qui se laissait aller. Et c'est vraiment ça qui m'a fait le plus mal. Merci à toi, Olivier. Basto,
Toi, qu'est-ce que tu as vu de mal dans ce PSG d'hier soir? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, je pense que Draxler a très bien résumé notre sentiment devant le match hier quand il dit qu'on faisait tourner la balle sans mettre de pression en attendant que quelque chose tombe du ciel. Et oui, au bout de 10 minutes, on voit qu'on en est à attendre un miracle qui, bien sûr, n'allait pas arriver. J'ai vu une résignation dans notre jeu qui me fait penser à des éliminations qu'on avait pu voir par exemple à City ou à Barcelone où on joue sans même combattre, où on joue sans rien proposer. On a l'impression qu'on avait fait un partout à l'aller et qu'on essayait de tenir le score. Il y a eu une pauvreté mais colossale dans la conduction du jeu. Il y avait seulement Mota Marco qui tentait de faire remonter la balle, mais c'était complètement insuffisant. Il n'y avait aucune recherche de ce qu'on appelle l'homme libre. Il n'y avait aucune combinaison, même des combinaisons très basiques, ne serait-ce que du jeu en triangle. Il n'y en a pas eu. On nous a beaucoup dit que les sorties de balles auraient été beaucoup travaillées avant ces deux matchs. Si elles ont été travaillées, j'aimerais bien voir comment, puisque sur les prestations, on ne les a absolument pas vues. On est à des années-lumière du Real sur ce point-là. Aucune ligne cassée, aucune recherche. Une lenteur dans nos transmissions qui est assez désespérante. Une recherche très banale de la profondeur où dès qu'il y avait une espèce de petite pression, on allongeait sur Cavani ou Mbappé en les envoyant au casse-pipe et ça arrivait rarement sur eux. Encore une fois, on a l'impression qu'on apprend jamais de nos erreurs, jamais de notre passif. On prend encore un rouge dans un grand match par une espèce de nervosité, de dépit, je sais pas. Mais on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il a aussi fallu attendre l'entrée de Pastore, aussi mauvaise soit-elle, pour voir les premières ouvertures vers l'avant au sol. C'est la première fois où Di Maria et Cavani ont pu être lancés dans la profondeur au sol et non sur des longs ballons. En première mi-temps, c'est Alves qui se charge de faire les passes clés. Tout va bien. Mais contrairement à ce que disait Dreas, pour moi, ce match n'est pas une surprise et fait plutôt confirmer notre niveau dans le jeu depuis le début de l'année 2018. Puis-je répondre? Oui, vas-y. Pour moi, il y a deux chapitres. Il y a la tactique mise en place qui, elle, n'est pas une surprise. Mais il y a une surprise pour moi, c'est le supplément d'âme, l'absence totale de supplément d'âme. C'est la manière avec laquelle ce match a été vendu avant. C'est ce qu'on pouvait aussi lire dans les déclarations. Je vous renvoie à la conférence de presse de Dani Alves avant. Hein. Soit on se considère qu'on est mort, soit on pleure, et soit on se relève et on y va. Ils ont pleuré, ils ne se sont pas relevés, ils sont pas allés. Et là-dessus, voir une équipe qui, à ce point... quand il commence le match, on a limite l'impression qu'on a gagné 2-0 à l'aller, quoi. Voir ça, c'est une surprise. Au-delà des défaillances, et il y a beaucoup de choses à dire sur les défaillances tactiques, mais au-delà des défaillances tactiques, dans l'état d'esprit, c'est là où il y a une cruelle déception. Je comprends, je ne vais pas dire que j'avais prévu ce qui allait se passer, mais que cela se passe ne m'étonne pas plus que cela en fait. Non, on a l'habitude avec Paris malheureusement effectivement que ça se passe, mais comme on est des cons et qu'on est des supporters, on se met toujours à espérer. Voilà, comme le disait Olivier, il y a des choses à dire sur le match, mais il y a tellement à dire sur l'attitude. Et l'attitude en début de match, elle est à minima coupable. Je sais pas les stats des kilomètres parcourus, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait beaucoup couru encore et que le problème soit pas forcément un problème d'attitude, mais vraiment d'absence totale d'idées de jeu, de plan de jeu. Unai est un coach révolutionnaire cette année. Il a créé le 7+3 et hier il a créé le 4-1-1-1-1-1-1. C'est extraordinaire. Il y en a eu des choses qui étaient dans le jeu, hein, purement dans le jeu, pas dans l'attitude. On a vu des choses collectives qui sont magnifiques à observer et à analyser. D'ailleurs, je reviendrai plus tard sur quelques points. Merci à vous, mes amis. On va passer au top et au flop du match. On va commencer tout de suite par le positif. Comme c'était pas un match très réussi, je vous autorise 2 tops chacun, si possible. Olivier? Oui, c'est très difficile de sortir dans ce désastre des joueurs. Disons, ce ne sont pas des tops, c'est des joueurs qui ont surnagé. Areola, parce que c'est un joueur qui promène beaucoup de doutes autour de son niveau et de ses performances. Il prend certes 2 buts, mais qui ne lui sont guère imputables. Mais surtout, il fait plusieurs arrêts décisifs qui auraient sinon pu alourdir la note. Et puis, globalement, il est là dans les grands matchs. Hein. Il a été là au match aller contre le Bayern. Il a été là sur les 2 matchs contre le Real. Et ça, on peut le mettre à son crédit. Celui qui, pour moi, a été le meilleur joueur de champ, et quand on a dit ça, on a compris où s'est passé notre jeu, c'est Thiago Silva,
qui a été une fois de plus à la hauteur de l'événement, à la fois dans sa prestation individuelle, il a été attentif, il a été dur sur l'homme, il a bien lu les trajectoires, il s'est multiplié. Bon, uniquement défensivement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à faire, vu les solutions qui étaient proposées devant lui. Et puis moi, je voudrais surtout souligner son attitude humaine. C'est un joueur qui aurait pu se sentir humilié lorsqu'au match aller, de façon brutale, il a été débarqué. Il n'a jamais manifesté de rancœur. Il a tout de suite dit, je vais me servir de ça pour retravailler, regrandir. Il a été aligné ensuite et il a fait des bons matchs. Et il a été peut-être, tout le monde s'est barré après ce match, la honte à la bouche, à part Rabiot qui, on reviendra sur lui, est complètement à côté de ses pompes. Mais lui, il a été le seul à ne pas charger son entraîneur et à dire que c'était la faute des joueurs. Donc je crois que ce garçon qui est souvent critiqué et même moqué est un homme, un vrai, et quelqu'un qui est capable d'avoir une attitude totalement professionnelle, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ce désastre. Merci à toi Olivier. Basto, est-ce que tu as les mêmes top que Olivier? Pas du tout. Pour moi, le meilleur joueur de choix, au moins en première mi-temps, c'était Thiago Motta. C'est pas normal, puisqu'il ne joue quasi plus, on le dit cramé depuis 4 ans. Mais c'était un des rares dans l'esprit, encore une fois, dans ce type de match. C'est le seul qui cherchait à ressortir convenablement la balle et en une touche. C'est le seul qui vraiment pendant la première demi-heure qui surnage dans le marasme et le bouilli de jeu qu'on pouvait voir. Voilà, donc ouais, Motta qui était soi-disant un des problèmes du PSG, mais ça l'a montré encore hier que c'est tout le milieu qui est à voir, tout ce milieu-là avec ces profils-là. Ce 4-3-3 comme ça ne sera jamais fonctionnel. Il faut changer énormément de choses dans tous ces systèmes, même ça, on en verra plus tard. Et puis il y a eu un truc extraordinaire, c'est que notre temps fort, c'est les 10 dernières minutes de la première mi-temps, et c'est Motta qui se retrouve à jouer milieu haut et aller chercher l'espace libre quasiment au niveau de Di Maria, et à se mettre à combiner dans les all space avec Alves, puisque Verratti et Rabiot étaient incapables de se placer, de se projeter sur ce match, et donc c'est Motta qui en a pris la responsabilité. Et mon deuxième top, ce sera, on va dire, ceux qui nous inquiétaient le plus. Donc je mets Areola et Yuri dans le même paquet, qui, sans être forcément brillants, surtout pour Yuri, au moins ils ont joué par rapport à leur qualité, capacité qu'ils ont, même si elles ne sont pas extraordinaires. Au moins ils ont joué à leur niveau, et c'est déjà beaucoup. Merci à toi, Basto Drayas. Je vais dire ce que j'avais noté, et après je vais me dédire parce que ça n'est pas tout à fait vrai. J'avais noté, ils ont déjà tout s'était dit, mais ouais, moi non plus je ne mettrais pas Silva en top, et Motta je le mettrais en top pour les 40 premières minutes, mais passé 40 minutes, il n'était plus là, quoi. Merci à toi, Drayas. Je suis étonné que vous n'ayez pas dit Verratti quand même. Parce qu'à part son carton rouge, il fait quand même une prestation qui est largement au-dessus des autres. Il se projette jamais, Jimmy. Pour avoir revu le match, Verratti, effectivement, a été intéressant, notamment défensivement. Il a plusieurs fois pu garder la balle, mais il avait des défauts que d'habitude on impute à des joueurs comme Rabiot ou Lassana Diarra, c'est-à-dire qu'il faisait une touche de trop. Il mettait toujours un petit peu de temps à décaler, donc non, je ne le mettrais pas en top, non. Puis bien sûr, en plus, son geste de nervosité, le rouge de l'arbitre est sans doute très sévère, parce que si le joueur s'énerve à aucun moment il le touche, à aucun moment il y a juste eu des mots. Alors je sais pas, on saura jamais quels ont exactement été les mots, donc le rouge est sans doute un peu sévère, mais il avait quand même une nervosité qu'il est incroyable de voir à ce niveau et à ce stade de la compétition. Et le fait d'avoir fait une prestation où, oui, il était à l'aise, mais il permettait pas des décalages vers l'avant qui étaient intéressants, et où sa nervosité, pour moi, en aucun cas, il fait partie des tops. Et puis il y a une époque où le journal L'Équipe était un vrai journal sportif. Quand un joueur prenait un carton rouge, on lui mettait la note de 0. 0, c'est ce que son attitude a généré pour son équipe. C'est-à-dire qu'il se fait plaisir. Il sait très bien, rouge, sévère ou pas sévère, ils savent très bien que c'est extrêmement plus dur en Ligue des Champions, et qu'on ne peut pas se précipiter dans une attitude agressive vers l'arbitre. Ils le savent, donc c'est même pas savoir si c'est sévère ou pas sévère. C'est un carton qui fait partie de la règle du jeu qu'ils connaissent. Donc pour moi, c'est rédhibitoire. Et ensuite, c'est quand même un match où ces joueurs-là doivent apporter autre chose. C'est dans ces matchs-là qu'on veut les voir. C'est pas contre Troyes ou Angers qui écartent les cuisses. Moi, je veux les voir dans ces matchs-là. Et Verratti, il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Il n'a pas été capable de peser sur ce match. Il n'a pas été capable de tirer
l'équipe vers l'avant. Moi, j'ai remarqué comme Basto, effectivement, que Thiago Motta a joué devant Rabiot et Verratti. Mais on est où, là? Ils étaient où, Rabiot et Verratti? Le boulot qu'ils font, c'est pas celui-là. C'est pas laisser Motta prendre les responsabilités offensives. Donc ces mecs ont failli une fois de plus, parce que malheureusement, ils sont bons quand c'est facile et ils sont mauvais quand c'est difficile. Une fois de plus, comme on le constate depuis des années au PSG, quel que soit l'entraîneur, quelle que soit l'opposition, c'est des mecs qui vivent dans la facilité, qui ont un cigare pas possible. Ils estiment qu'ils peuvent aller jouer au Barça, ils estiment qu'ils peuvent prolonger, mais une fois seulement pour faire plaisir au club. Ils estiment qu'ils peuvent pas jouer numéro 6. Mais merde, on est où là? Les gars, c'est des matchs pour vous, ça. Personne va les jouer à votre place. C'est sur ces matchs-là qu'on va vous juger. C'est pour ces matchs-là qu'on a payé sa place. Et à quel prix? Non, c'est scandaleux d'avoir une attitude comme celle-là. Merci à toi, Olivier. Et je voulais rajouter un autre top, c'est Neymar, parce que je trouve qu'il nous a beaucoup manqué hier, et j'ai trouvé son attitude après match de poster des messages pour nous réconforter, que je trouvais ça sympa. Il aurait pu pas le faire et s'en battre les couilles, il l'a pas fait. Et voilà, le voir dire allez Paris, ça m'a fait plaisir. Mes amis, on passe au flop. Là du coup je vous en autorise 3 parce que j'imagine que vous les avez. Basto, à toi de jouer. Évidemment le coach, Emery, qui jouait, on va dire, son bilan à Paris sur cette confrontation aller-retour. Et on est obligé de constater que son bilan à Paris est un énorme échec. Au-delà de l'élimination, il y a cette honte qui prédomine en fin de match, de se dire qu'on n'a rien tenté, qu'on n'a rien fait et qu'on était 3-4 crans en dessous d'un adversaire qui était très bien organisé mais qui n'était pas non plus flamboyant, loin s'en faut. Comme l'a dit Seb tout à l'heure, Unai a été impossible à l'aide de répondre au passage au 4-4-2 et impossible en retour de répondre à ce système qui avait été reconduit d'entrée cette fois-ci par Zidane. Et après, il y a des questions que je me pose. Comment, alors que notre meilleure période collective correspond à un trio avec Draxler au milieu, comment le sortir? Rabiot ne sert à rien à ce poste de milieu haut, j'en parlerai plus tard dans mon deuxième flop. Comment est-il possible d'avoir un trio d'attaque qui joue si peu ensemble, quel que soit le trio aligné? Comment, alors que les sorties de balles sont travaillées à l'entraînement, on peut voir ce marasme-là dans nos matchs où il ne se passe strictement rien? Comment des domaines basiques comme des simples combinaisons en triangle sont inexistantes? Comment peut-on être aussi pauvre, sali, même souillé? Il y a peu de temps, c'était De Bruyne, un adversaire, qui disait qu'à part faire des passes en retrait, ce PSG ne faisait rien. Maintenant, c'est nos propres joueurs qui le disent. En témoigne la déclaration de Draxler. Comment afficher son impuissance? Quand je parle d'Unai en sortant Mbappé à la fin pour la Sana alors qu'on est mené 2-1, ouais, ça, je pense que c'est à l'arrivée un changement qui définit bien ce coach, résigné comme et l'équipe à son image finalement, ouais, des joueurs perdus, une idée, aucune idée collective, donc forcément ça en impute au coach. En deuxième flop, je vais mettre Rabiot. À chaque fois obligé de faire 3-4 touches de balle avant de lâcher le ballon, un jeu qui est latéral 90% du temps. Quand on voit Motta à côté, ça fait mal aux yeux niveau contraste, et pourtant Motta n'a pas non plus été extraordinaire. Rabiot est incapable de se placer entre les lignes en cette position de 8-10, c'est pas nouveau. Du coup, ça oblige Marco à redescendre très bas, venir aider la sentinelle à la conduction du jeu. Et Rabiot vient pas proposer cette notion d'homme libre pour ensuite ressortir la balle. Dans tout le match, Rabiot a dû sortir peut-être un décalage vers l'avant. J'ai pas de souvenir de plus. On peut aussi noter sa relance sur Casemiro qui amène le second but. On peut parler de plusieurs actions où il lève le bras en l'air parce qu'il pense qu'il y a faute sur lui. Il arrête de jouer au lieu de continuer le jeu vu que l'arbitre ne siffle pas. Rabiot parlait après le match aller que c'était facile d'être bon contre Dijon, que c'était plus dur d'être contre le Real. Ça marche totalement pour lui sur l'ensemble des deux prestations qu'il a pu faire contre le Real. Et mon troisième flop, ce sera Di Maria. C'est plus un coup de gueule contre l'enflammade à son sujet qu'il a pu avoir. Di Maria, l'homme qui brille contre Rennes ou Guingamp, mais qui était déjà passé à côté lors de la défaite à Lyon. Qui hier encore fait du Di Maria, c'est-à-dire qu'il joue seul, il joue tout le temps seul. Alors oui, en Ligue 1, son talent individuel fait que sur des frappes lointaines, sur des débordements, il va passer 3-4 joueurs et lâcher un centre, fait qu'il va être décisif. Mais en Ligue des Champions, ce qui ressort, c'est son côté poulet sans tête. Le KFC hier était sur la pelouse, il a voulu jouer toujours tout seul, il a perdu la moitié de ses ballons, et il a été incapable de tirer convenablement un seul coup de pied arrêté. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, on soit incapable de tirer un corner. Et j'ai pas aimé non plus chez Di Maria le fait qu'il était quasiment inexistant dans le repli défensif. Donc oui, pour moi, c'était vraiment Di Maria tête dans le guidon et Di Maria insupportable hier soir. Merci à toi, Basto.
Drayas, est-ce que tu es d'accord avec les flops de Basto? Alors bon, j'ai Emery, Basto a vraiment fait l'exposé de ses insuffisances. Par rapport à plusieurs choses qui ont été dites, j'aimerais avoir un tout petit peu de tolérance sur ces 10 dernières minutes quand on s'est pris effectivement ce deuxième but et qu'on joue à 10 contre 11 depuis la 66e en ayant fait un non-match pendant les 45 premières minutes où il y a un relâchement et où il y a... Enfin, les joueurs sont abattus et on peut pas. Enfin, pour moi, il est légitime. Enfin, c'est très dur à dire, mais il est légitime de qui est ses craquements, qui est ses manquements, qui est ses. Parce que tout est déjà perdu. Donc un tout petit peu plus de tolérance sur ces 10 dernières minutes. Maintenant sur Rabiot, je suis pas tout à fait d'accord. Et alors j'ai regardé le match et des passes vers l'avant, il y en a pas eu qu'une, loin de là. Il y en a eu 4 et il y en a eu 2 qui ont été très clairs et qui auraient pu mériter meilleur sort. Et d'une manière générale, les insuffisances qui ont été pointées sur Rabiot sont des insuffisances, non pas, ouais, enfin c'est des insuffisances du joueur dans ce rôle-là. C'est pas que Rabiot a été tant mauvais que ça, c'est que Rabiot est très mal utilisé et c'est deux choses différentes. Ensuite de ça, alors maintenant pour moi, ce qui est de mes flops, donc Emery a déjà été cité, Di Maria a déjà été cité. Donc il m'en reste 2, c'est la participation défensive des 3 de devant et plus particulièrement des 2 sur les ailes, que ce soit Di Maria ou Mbappé, surtout quand en face l'adversaire est organisé en 4-4-2 et nos latéraux se retrouvent très souvent dans des positions de 2v1. On disait du mal de Rabiot, Rabiot a beaucoup aidé Berchiche et on a pu constater d'une manière générale que comment il s'appelle, Dani Alves s'est beaucoup fait transpercer, mais on tape beaucoup sur Dani Alves, mais Dani Alves était tout seul contre 2 joueurs, alors que Berchiche, lui, était quand même un peu plus aidé, notamment par Rabiot. Mais la participation défensive des 3 de devant était complètement insuffisante, et la participation offensive du milieu, quand on dit que Mota est le meilleur joueur sur 40 minutes, que Mota se retrouve effectivement à être obligé de jouer en 8 parce qu'on ne propose rien, ben c'est qu'on a vraiment un milieu qui est incapable de trouver le fameux temps d'avance, la passe qui va faire la différence, et il a fallu attendre l'entrée de Javier Pastore dans ce milieu, alors que d'habitude il était rentré sur les ailes par Emery. Enfin bon, on cherchait la cohérence dans tout ça. Il a fallu entendre l'entrée de Javier Pastore pour commencer à avoir des passes qui pouvaient un petit peu transpercer, quoi. Donc voilà. Merci à toi, Drayas. Moi, je trouve Rabiot horrible. Moi. Les pertes de balles, le comportement, tout horrible. Il n'en a pas perdu tant que ça. Hein. Il n'en a pas perdu tant que ça. Revois le match. Moi, je l'ai trouvé immonde. Je crois que c'est le pire, moi, pour moi. Bah, c'est ton avis. Moi, revois le match et c'est vraiment pas la lecture que j'en ai. Non, merci. Je vais décliner l'offre. Merci à toi, Drayas. Olivier, tes 3 flops à toi? Bah, beaucoup de choses ont été dites. Moi, c'est difficile finalement de faire des jugements individuels quand le naufrage est surtout collectif. Depuis le début de l'année 2018, on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune animation dans cette équipe. Pas d'animation défensive, pas de repli défensif, pas d'animation milieu, pas de projection, et surtout pas d'animation offensive, puisque nos 3 joueurs ne jouent plus ensemble. Je crois qu'ils ont dû se faire 5-6 passes la dernière fois. Donc tout le monde est à mettre dans le même sac, mais c'est le grand ordonnateur de ce lien d'équipe qui bien sûr est en accusation, et je vais en parler après. Donc je ne vais pas citer tous ceux qui ont déjà été cités. Moi je voudrais pointer Alves, pas tellement sur son jeu, parce qu'on connaît Alves, ses forces et ses faiblesses, mais on a pris Alves essentiellement pour donner à cette équipe un leader moral, pour donner à cette équipe quelqu'un qui est capable d'avoir la maîtrise de ces grands événements, et on s'aperçoit qu'Alves est de plus en plus fébrile, qu'Alves a déjà tellement à s'occuper de ses insuffisances qu'il ne peut pas rien faire pour les autres, et c'est un joueur qui n'est pas du tout le leader qu'on attendait, et moi je suis finalement pas très surpris. C'est rare que la Juventus laisse partir un joueur qui pouvait lui apporter quelque chose. Je crois qu'Alves il est sur la fin, et depuis 2018 il le montre de plus en plus. Non, on est bien obligé de faire le flop spécial Emery. Ces 2 matchs contre le Real finalement illustrent totalement ce qu'il est, ce à quoi il a abouti dans ce club. Et ses faiblesses, on les a vues au match aller avec son coaching absolument désastreux, alors que tout le reste avait été relativement bien maîtrisé. Il a flingué le match en 10 minutes. Et puis, on le voit également par cette technique frileuse, inadaptée à l'enjeu au parc, et qu'on a vu tant de fois, lorsqu'au lieu de tenter sa chance, il a surtout ne pas voulu prendre de risques.
Il a laissé les joueurs qui pouvaient être les déclencheurs comme Draxler et Pastore sur le banc. La préparation mentale, ben, comme l'a dit Basto, elle est à son image. C'est un coach qui a la trouille, donc il file la trouille à ses joueurs. Et puis si on refait quelques petites statistiques, on s'aperçoit que Emery n'a jamais atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, malgré 6 participations en tant qu'entraîneur. Que pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain a perdu 3 matchs de suite en Ligue des Champions. C'était jamais arrivé. Il a été battu par le Bayern en phase de groupe, 1-3, et il a été battu à 2 reprises contre le Real, 1-3 et 1-2. Sous Emery, il n'y a que des défaites à l'extérieur dans les grands matchs, et une grande nouveauté hier, la cerise sur le gâteau, une défaite à la maison, alors qu'on restait sur 51 matchs sans défaite. Et que on s'était une fois de plus illusionné en se réjouissant que pour la première fois dans des matchs à enjeu, on allait pouvoir avoir la chance de recevoir à la maison au retour. Bon, on n'a vraiment pas eu l'impression que c'était une chance et que cette chance a été saisie. Merci à toi, Olivier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mes amis? Non, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a une petite divergence sur Rabiot, mais passé ça, on a les mêmes constats, je pense. Ok. Eh bien, mes amis, on va passer au gros plan de ce podcast. C'est la question. Après l'élimination, c'est deux fois de suite. On termine en huitième de finale. Même avant, souvent, on termine en quart, mais c'était toujours la même chose. Toujours au premier gros, soi-disant, de compétition de la Ligue des Champions. On se fait sortir. Donc, j'ai envie de vous poser une question. Si on a changé d'entraîneur, ça n'a rien changé. On a changé quelques joueurs, on a recruté Neymar, ça n'a pas non plus eu un effet transcendant. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment progresser, qu'est-ce qu'il faut changer au club, comment faire en sorte que la Ligue des Champions ne soit pas un rêve mais un objectif atteignable tous les ans et qu'on voit quelque chose de différent plutôt qu'une résignation. Donc on commence à avoir l'habitude. Drayas, qu'est-ce que tu aurais comme analyse là-dessus? Déjà, je vais m'inscrire un peu en faux par rapport à la première chose que tu dis. On n'a pas toujours été comme ça en quart de finale. Sous Carlo Ancelotti, on a proposé... Moi, je dis Soulan et Emery. Oui, mais voilà, mais depuis les Qataris, sous Carlo Ancelotti, oui, il y avait une époque où justement on avait une structure qui était un peu plus cohérente. Pourquoi? Parce qu'on avait un président qui découvrait et qui n'osait pas trop mettre les pieds dedans, mais on avait un homme fort qui savait allumer des polémiques, qui savait faire beaucoup parler de lui pour permettre à l'équipe de travailler un peu plus tranquillement. On avait un coach charismatique qui était simple en conférence de presse et en ayant une équipe qui était beaucoup plus faible que celle qu'on a à l'heure actuelle en termes de valeur de joueurs. Eh ben, on a posé infiniment plus de problèmes où on avait un Barcelone qui à l'époque était paniqué à l'idée de savoir si Messi allait pouvoir jouer le retour et ils avaient vraiment l'impression, et d'ailleurs quand Messi rentre on sent que psychologiquement il nous manque de l'expérience, mais qu'avec un tout petit peu plus d'expérience cette équipe de Carlo Ancelotti battait le Barça. Et effectivement depuis ça a été une longue dégringolade. En fait, on a dégringolé d'un coup, on est tombé très bas d'un coup et on reste dans le très bas et on n'a jamais monté. Mais maintenant, on sait tous qu'Emery va partir, c'est même pas un enjeu. Et la question qui convient de se poser, c'est est-ce que si Emery part, quelque chose va changer? Est-ce que le fait que, alors ce ne sont que des suppositions, mais c'est des suppositions qui sont insistantes, qu'il y ait des relations personnelles entre les joueurs et le président, qu'on peut parler de l'encadrement du président avec les fameux Ribs et la fameuse avocate, c'est Sophie Jourdain, ou je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, comment ce club est organisé, il y a une espèce de nébuleuse, les choses ne sont pas claires et il y a des rapports qui sont viciés. Et est-ce que si on met un nouveau coach dans ce marasme, est-ce qu'il pourra faire mieux? On parle par exemple d'un Simonet qui machin et truc, mais un Simonet dans ces conditions-là, je vois bien un Simonet, tu sais, genre signer et partir 3 mois après parce que c'est impossible. Et changer quelque chose reviendrait à une profonde restructuration. Changer de président, pas changer de président, je m'en fous, mais qu'il y ait des gens compétents à la communication externe et aussi à la communication interne, que les joueurs soient remis à leur place, tout un travail. On parle du manquement d'une institution et blablabla, blablabla, c'est surtout un manquement d'hommes qu'on a là. On a un président qui a des conseillers, on sait pas trop, c'est qui commande au club, qui parle, c'est juste un espèce d'énorme marasme, un énorme bordel. Et voilà.
Donc il faudrait remettre les choses à plat. Alors après, on entend des vœux pieux, genre Michel Platini président, il y a même des Nicolas Sarkozy président, mais je crois qu'il faut pas se leurrer, il faut pas se mettre des illusions dans la tronche, parce que le président, ce sera toujours un Qatarien. Faut espérer que soit Nasser soit ramené à un rôle, une portion bien plus réduite, qui serait vraiment ce président, et qu'on recrute un véritable directeur de com et que les choses soient posées à plat, soit un remplaçant de Nasser qui serait compétent. Mais est-ce qu'il y en aura un, en sachant qu'il devrait être qatari? Je sais pas, je connais pas la solution. Merci à toi, Dreyas. Olivier, est-ce que tu partages l'avis de Dreyas? Oui, il y a sûrement des responsabilités partagées, ça semble évident. Maintenant, ce qui est surtout surprenant, c'est pas un club qui a des problèmes de moyens. À partir du moment où tu n'as pas des problèmes de moyens, bah, tu n'as aucun souci pour trouver les meilleures solutions. Et les meilleures solutions, bah, il n'y a rien à inventer. Tu mets les meilleurs hommes dans les postes les plus importants. Et c'est ce qu'avait commencé très intelligemment le Qatar lorsqu'il a pris la possession de ce club. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place le triumvirat d'élite qui était Jean-Claude Blanc à la direction générale, Leonardo au pilotage du projet sportif, et très rapidement Carlo Ancelotti comme le coach d'expérience, multiples fois vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueur et entraîneur, capable de manager une équipe de stars, de la choisir et de la manager, de s'en faire respecter. Pourquoi ce projet a dérapé brutalement et pourquoi, malgré plusieurs échecs successifs, on a été incapable de le remettre sur les rails? C'est ça qui étonne. Il paraît que l'émir était au parc hier soir, j'espère qu'il a compris, parce que on a quand même une succession d'événements dont les causes semblent relativement proches, mais qui ne déclenchent jamais les bonnes réactions. Dreyas parlait du président, je crois. Pour moi, le modèle de gestion d'un club, c'est un peu le modèle anglais. En Angleterre, personne ne connaît le président. Le président, il descend pas dans les vestiaires. Le président, il va pas s'asseoir sur le banc de touche. Le président, il est en tribune avec les sponsors, avec les copains, avec les politiques. Et voilà, lui, il fait de la public relation. Il n'a aucune idée de ce que c'est que le foot, ça l'intéresse pas, il n'a pas envie de s'en mêler. En France, malheureusement, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On a beaucoup de présidents qui sont interventionnistes. Il y a des bons présidents interventionnistes, comme l'a été, et qui l'est encore, mais un peu moins le président Olas. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une direction de club, ok. Mais il y a aussi beaucoup de présidents qui ne sont pas capables, et qui étaient pourtant des gens extrêmement compétents. On se rappelle de Lagardère, qui était un capitaine d'industrie de niveau international, et qui s'est totalement planté quand il a voulu s'occuper du foot. Donc on a eu un événement malheureux qui a été à la fois l'exclusion de Leonardo du foot français et puis le départ d'Ancelotti qui est parti, qu'on n'a pas su garder, on ne saura jamais très bien. Et d'un seul coup, la machine s'est emballée. Et d'un seul coup, au poste important, on a mis quelqu'un qui n'avait aucune compétence pour ça. Et ce quelqu'un s'est juré que jamais il ne revivrait la situation d'être dépendant de gens plus importants que lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des gens faibles, des gens qu'il était capable de contrôler, des gens qui n'allaient pas lui causer de soucis. Et ces gens faibles, c'était des gens qui étaient en période de progression de carrière et qui avaient besoin de ce tremplin du PSG pour s'affirmer. Ça a été Blanc, et Blanc a subi exactement ce qu'est en train de subir Emery, c'est-à-dire le copinage avec les joueurs. Je rappelle l'épisode dramatique en termes de management de Dorier qui insulte son entraîneur, et on présente très peu de temps après sa suspension son président qui vient dans les tribunes de l'équipe réserve pour soutenir le joueur contre son entraîneur. Bon, après, comment voulez-vous, alors que c'est très difficile de tenir un vestiaire, quand on vous montre de telles marques d'irrespect que le club ne vous soutient pas, comment voulez-vous avoir prise sur les joueurs? Emery, il part l'année dernière avec les mêmes handicaps. Aujourd'hui, il en a moins. Il a un directeur sportif, on lui a filé les deux des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, il y a quand même derrière tout ça un mal fonctionnement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de virer Emery, parce que même s'il n'est pas totalement responsable, il n'y a aucune raison de l'exonérer de sa part de responsabilité individuelle dont on a vu l'éclatant visage hier, mais se séparer d'Emery sans changer le fonctionnement du club serait un coup d'épée dans l'eau. Donc aujourd'hui, s'il y a un projet, il faut qu'il y ait un chef de projet compétent pour le manager. En dehors de cet élément-là,
les mêmes causes produiront les mêmes effets. Trouvons ce chef de projet, confions-lui les clés du camion, avec des comptes à rendre uniquement aux propriétaires, sans interférence d'un président quel qu'il soit Nasser ou un autre, il n'interfère pas dans ce domaine-là, et laissons-le manager, et donc d'être responsable seul de ce qui va se passer. À lui de trouver l'entraîneur, à lui avec l'entraîneur de trouver les meilleurs joueurs. On a la chance avec Enrique d'avoir un des recruteurs les plus compétents. Jean-Claude Blanc est toujours là. Qu'est-ce qui manque? Le chef de projet sportif. Eh ben c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sinon, ça ne changera jamais. Donc en fait, pour clarifier, pour toi, ce qui manque au club actuellement, Olivier, c'est un Leonardo. Absolument. C'est le successeur de Leonardo. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu penses, toi tu relègues, parce qu'actuellement celui qui a le titre de directeur sportif, c'est Antero Henrique, mais pour toi tu le relègues plutôt à un recruteur et il faudrait pour toi un mec, un autre mec qui lui gère un peu tout l'ensemble. C'est-à-dire on se perd un petit peu dans les termes directeur sportif ou directeur du football, quand on a bombardé ce malheureux Kluivert. Tout ça c'est de la rigolade. Un chef de projet sportif, je crois que ça définit exactement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a la responsabilité totale du secteur. Et ça passe par la communication. C'est pas quelqu'un qui va forcément être en première ligne. Il va pas se mettre en short sur le terrain. Il va pas s'occuper directement du recrutement. Il fixe les directives. Il a sous sa responsabilité des gens pour le faire. Et je pense qu'Enrique a démontré qu'il est un très bon recruteur. Mais on voit bien par son effacement aujourd'hui qu'il ne peut pas être le responsable du projet sportif parce qu'il n'aime pas ça, parce qu'il sait pas le faire. Et donc, ça sert à rien de lui donner cette responsabilité-là. Oui, il faut un type d'une très, très grande valeur. Il en existe des gens comme ça, qui sont des gens qui ont mené un club. Et c'est pas simplement pour une mission d'une année. C'est des gens qui ont des contrats à long terme, qui sont responsables d'un projet sportif à long terme et qui vont donc le jardiner petit à petit, en changeant quand il faut changer, en recrutant quand il faut recruter. Voilà. C'est des gens qui sont entre la direction, entre le propriétaire et la partie sportive. Ces gens qui ont du recul, qui sont pas directement dans le feu de l'action, mais qui sont là en soutien. Il faut soutenir l'entraîneur, il faut soutenir les joueurs, il faut être prêt à éteindre les incendies, il faut être prêt à remotiver quand il le faut, il faut être prêt à manier aussi le bâton quand il le faut. Voilà, tout ça, ça nécessite d'avoir une grande liberté d'action, d'avoir une grande expérience, d'avoir une grande aura. Ça coûte un peu d'argent, des gens comme ça, mais plutôt que de foutre l'argent par les fenêtres comme on le fait depuis 5 ans, voilà, on a des moyens, ben servons-nous-en. On peut pas être géré pire qu'un club de DH. Ah, mais c'est exactement ça, quoi. On est géré comme un club dont le président est le marchand de couleurs du quartier qui se fait plaisir parce qu'il a un club de foot. Merde, on est le PSG. Tu as vu à côté de qui on s'assoit dans la tribune? On s'assoit à côté de Florentino Pérez, on s'assoit à côté de Rummenigge. Et ces gens-là, moi j'ai la bave quand je les vois se marrer avec un grand sourire parce qu'on leur a fait un bras d'honneur au moment du mercato. Mais là, ce bras d'honneur, on est en train de le prendre comme un boomerang en pleine gueule. On n'est plus crédible, on ressemble à rien. Donc c'est pas possible de rester comme ça. Merci à toi, Olivier. Basto, plutôt que de taper sur ton clavier. Je ne tape rien sur mon clavier, c'est mon collègue qui le fait. Oui, bah moi je pense que comme mes deux collègues, que si on ne changeait que le coach, à part peut-être deux ou trois exceptions près, c'est-à-dire un coach qui est plus important que tout joueur comme Carlo, ou un coach qui arriverait à se faire respecter de tout le vestiaire par des idées positives de jeu, je pense que si on ne change que le coach, rien ne changera. Bien sûr, Emery est responsable et doit partir. Il n'a jamais réussi à imposer ses idées de jeu, à aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire à Séville, c'est-à-dire un bon bloc, du beau pressing. On l'a vu à Paris, mais de manière vraiment très, très sporadique. Donc il en est fautif en partie, mais quand on a un président qui vient faire copinage avec certains cadres, c'est bafouer la légitimité de son coach. Carlo l'a très bien dit en partant de Munich, qu'à partir du moment où les joueurs allaient trouver les dirigeants et que les dirigeants donnaient leur accord aux joueurs, ça devenait impossible pour l'entraîneur. Maintenant, je crois que sur Nasser, tout a été dit par mes deux collègues, donc moi je vais aller plus loin. On peut parler de beaucoup de points dans ce PSG qui ne vont pas. La communication, qui est toujours inexistante, avec un directeur sportif qui ne s'exprime quasiment jamais, ou pas au moment où il faut. Nasser, pareil, qui s'exprime mal et pas forcément au même moment. Des fois, c'est même le père de Neymar qui se retrouve à communiquer pour le club sans qu'il soit recadré. Je ne trouve pas ça normal. J'ai appris qu'on avait un directeur, qu'on avait un responsable de la communication qui est Jean-Martial Ribes. C'est extraordinaire, on a un responsable de la communication qui ne parle jamais, dont on ne connaît même pas le visage.
pourquoi pas. C'est un des bras droit de Nasser. En plus, Jean-Martial Rives apparemment ferait déjà des recherches de coach de son côté sans informer les autres de ses démarches, donc il dépasse en plus ses prérogatives. On peut parler de la formation au PSG qui pourrait être un sujet beaucoup plus complet à faire, où il se passe aussi des choses assez fabuleuses avec notamment des amis d'Anelka qui sont en CDI depuis de longues années dans les équipes de jeunes en termes d'éducateurs sportifs, mais qui en fait sont là contre le club et pour leurs propres intérêts. On pourrait parler du docteur Roland, mais je vais éviter le sujet. J'ai peur d'Olivier, j'ai pas envie d'être retrouvé suicidé demain. On pourrait parler d'énormément de choses encore, mais oui, non, on a une organisation qui est absolument illisible, absolument pas transparente, on ne comprend rien au terme, on ne comprend rien à rien, et il y a, pour moi, peut-être tout à revoir, enfin toute la hiérarchie qui sera à revoir, et tant qu'on ne la reverra pas, il ne faudra pas s'étonner d'avoir ces résultats-là, de régresser, d'avoir une institution qui est fragilisée. Quand on a un management qui n'est pas bon, ou pire, absent, faut pas s'étonner. Hein. Merci à toi, mes amis. Vas-y, Dryas. Merci. De la même manière, Basto parlait de direction qui est illisible, où on ne sait pas ce qu'ils décident. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, ce sont des amateurs. Je sais pas, j'ai pas entendu ces rumeurs de recherche de coach par gens type, je sais pas, Ribs là, mais ça me surprendrait pas que. Par contre, j'aimerais réagir sur Olivier qui dit que Emery est un peu plus exonéré cette année que l'année précédente parce qu'il s'est retrouvé avec Enrique et notamment Neymar. J'ai envie de dire c'est peut-être pire cette année parce qu'on a un Neymar qui est au-dessus du club, comme l'a montré la crise de sa blessure et l'événement auquel faisait référence Basto, où c'est le père de Neymar qui commence à communiquer. Donc il a peut-être encore moins la mainmise. Et Enrique, justement, comme tu l'as dit, Olivier, c'est un recruteur. C'est un recruteur de talent qui a les bons contacts, qui a les bons numéros de téléphone. Mais voilà, il ne sait faire que ça. C'est absolument pas un fédérateur, c'est absolument pas tout ça. Il a absolument pas su protéger son coach des effets qui étaient les problèmes l'année précédente. Et cette année, c'était exactement la même chose fondamentalement pour Emery. C'était exactement le même problème. Les clans dans les vestiaires, ça existe toujours, mais les clans dans les vestiaires qui ont des pouvoirs et qui ont l'oreille du président, ça c'est vraiment une signature PSG et ça s'est pas amélioré cette année. Voilà, je voulais juste dire ça. Je peux rajouter quelque chose aussi hein. Vas-y. Je veux juste parler d'un modèle opposé au PSG qui existe actuellement, d'un autre club qui est géré par les fonds d'un pays du Golfe qui est City. City, au contraire de Paris, a eu un projet au début qui était très mal structuré, qui partait mal, mais qui depuis quelques années est d'une organisation redoutable et très efficace. Ils ont nommé Ferran Soriano en directeur exécutif. C'est lui qui décide des choix sportifs. C'est très clair, c'est une nomination de directeur exécutif. Il exécute. Ils ont nommé Chichi Bergistein, excusez-moi pour l'accent, en directeur sportif. Donc lui n'a pas besoin de communiquer puisque Soriano le fait à sa place. Lui s'occupe juste d'être en relation avec le coach pour cibler les joueurs à acheter. Ces personnes-là ont nommé un coach Guardiola qui est au-dessus de tout joueur et à qui on a donné les pleins pouvoirs décisionnels. L'idée, c'est vraiment de lui laisser du temps au coach pour faire ce qu'il a envie de faire avec les joueurs qu'il a envie. Et on a un président émirat qui s'appelle Khaldoun Al-Moubarak qui lui est un président, mais qui est là, c'est plus un président honorifique, qui est représentant du propriétaire, mais qui ne gère pas le club, qui n'est pas exécutif. Et contrairement à nous, on peut avoir Nasser qui gère trop d'affaires au sein du club. Merci à toi Basto. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on est tous d'accord sur le constat et les solutions. Mais une fois de plus, c'est tellement surprenant alors que c'est simple, quoi. Quand tu es un petit club, quand tu n'as pas de moyens, quand tu es obligé de fonctionner avec des bouts de ficelle, avec du système D, on peut comprendre que tu sois contraint à faire des mauvais choix. Mais là, il n'y a pas de problème de moyens, nom de Dieu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont toute la possibilité de le faire. Pourquoi se tirer une balle dans le pied? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ça fait 3, 4, 5 ans que les mêmes problèmes génèrent les mêmes choses. Olivier, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, je pense que certains sont là plus dans leur propre intérêt que l'intérêt du club.
Oui, mais il y a un propriétaire quand même qui a investi énormément d'argent, qui était en train de laisser ternir son image. Moi, je ne sais pas ce que Monsieur Altani a ressenti hier. Il arrive, c'est la fiesta, il y a un élan magnifique qui porte le club, les tribunes sont pleines, ça chante, ça joue. Et qu'est-ce qu'il voit devant? Des mecs qui sont là, qui ne font rien, qui se laissent marcher sur la gueule, qui se laissent battre sans réagir. Mais bon Dieu, il doit se demander dans quel monde il est tombé. Apparemment, il aurait quitté il aurait quitté le stade. À la 60, après l'expulsion de Verratti, avant la fin du match, il aurait quitté le stade. Ouais. Maintenant, il faudrait qu'il rentre dans l'arène surtout, parce que le stade du PSG, il l'a quitté depuis trop longtemps. Maintenant, il faut qu'il y ait un mec, celui qui paye, il faut qu'il mette les mains dans le cambouis. Il peut pas laisser un homme de paille comme Nasser faire les choses à sa place. C'est pas possible. Quel que soit leur mode de fonctionnement, c'est pas possible. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que donc Emery, vous avez tous les trois acté, et je suis d'accord que si c'est l'homme qu'il y fallait, on lui a pas laissé faire ce qu'il voulait, et en tout cas, il n'a pas réussi à le faire en tout cas, donc il ne sera pas là. C'était pas l'homme qu'il fallait. Il a aussi montré quelques insuffisances. Il sera pas là l'an prochain. Par rapport. De toute façon, il sera pas là l'an prochain. Oui, bien sûr. Mais il est la victime de l'encadrement, mais ce n'est pas que la victime de l'encadrement. Il a tout de même une part de responsabilité bien sûr. dans le fait mais du coup, j'ai pas envie de parler d'Emery, parce que Emery, on a tous les trois dit enfin tous les quatre, qu'il doit partir. Ça sert à rien de le laisser. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que pour vous, Nasser El Khelaifi doit rester président du Paris Saint-Germain? Andreas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je m'en fous. Je pense que Nasser sous Léo était excellent. Voilà. Je pense que Nasser sous Léo était fabuleux. Alors juste un petit trash parce qu'après je vais oublier, je vais juste dire que Basto a pas pu s'empêcher de passer sa petite à Guardiola. À City à son ensemble et à Guardiola au passage. Mais oui, pour répondre à ta question, pour moi, le terme employé par Olivier est bon, c'est un homme de paille et c'est un homme de paille à qui on donne le pouvoir. Donc Nasser El Khelaifi en tant qu'homme de paille ne me pose aucun problème. Maintenant, en tant que dirigeant, quelle compétence est là? Quel rapport avec le football il a? Qu'est-ce qu'il connaît vraiment du foot? Il aime Paris Saint-Germain et là-dessus, on ne peut pas lui reprocher ça. Il a un véritable amour pour ce club qui date de bien avant la prise du pouvoir des Qataris dans le club. Mais voilà, il y a un moment où l'amour ne suffit pas, il faut aussi de la compétence. Et comme Olivier le dit très bien, on a de l'argent. Rien ne nous empêche de nous offrir quelqu'un de très compétent, qui connaît les instances, qui connaît le métier, qui sait sur quoi il faut appuyer, qui sait à quel moment il faut appuyer. Enrique est très bon dans son rôle, mais c'est un directeur sportif catastrophique. Et encore une fois, on se retrouve de la même manière que l'année dernière, alors que Nasser s'était fait taper du doigt par l'émir. On se retrouve dans une situation où il a, en tant que directeur sportif, Enrique n'est pas un homme de paille en tant que recruteur, mais c'est un homme de paille en tant que directeur sportif. Ça n'est pas un directeur sportif, c'est pas dans ses gènes, c'est pas dans sa culture, c'est pas dans sa manière d'être. Moi, j'ai aucun problème avec Nasser s'il est discret. Voilà. C'est juste que maintenant, je veux que à la tête, que l'interface soit lisible du public, que les hommes de l'ombre, ça arrête, parce que c'est Sophie Jourdain, ces machins qui sortent de temps en temps dans des rapports qui apparemment ont des vrais pouvoirs au club dont on ne sait rien, c'est pas possible, et qu'il y ait une personne qui soit tout simplement compétente pour le job. Nasser est très bien en tant que représentant du truc, il était très bon à l'époque, Carlo Léo, et maintenant on a besoin d'un mec qui soit compétent. On a besoin de compétences tout simplement, parce que l'incompétence ça suffit et ça commence à coûter cher. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en tant Enrique, on savait très bien qu'il était effacé, quoi, que c'était un homme de l'ombre, quoi. On le savait. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il l'a recruté, Nasser aussi? On le savait. Bien sûr, bien sûr. Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça, parce que la fois où Nasser a vraiment fait ça, il avait recruté qui? Il avait recruté Kluivert. Il s'est fait engueuler comme c'est pas permis par l'émir pour avoir fait ça. Mais voilà, quand il recrute Enrique, pour le coup, on a un mec compétent, mais on a un mec qui est compétent dans un seul domaine. C'est pas un pluridisciplinaire. Oui, c'est pas un directeur sportif, c'est un mec de l'ombre, c'est un recruteur. C'est pas un dirigeant, c'est pas un mec qui est pluridisciplinaire. C'est un chef recruteur. Ce que tu attends d'un responsable, c'est qu'il soit capable de faire un petit peu tous les boulots. Un bon responsable, c'est le mec qui fait tous les boulots, mais il délègue parce qu'il peut pas tout faire. Je pense qu'à Porto, faut vérifier, mais je pense qu'à Porto, ils avaient pas Enrique en directeur sportif général. Il devait avoir un mec qui parle à côté. À Porto, il était considéré. Non, mais entre ce que nous on attend d'un directeur sportif et ce que Nasser en attend, toute la différence est là. Ce que Nasser attend de ses collaborateurs, c'est qu'il le laisse tirer les ficelles.
Donc si tu prends Enrique, tu sais très bien qu'Enrique il va pas t'emmerder dans la direction sportive. Enrique, il va être dans les dossiers, il va chercher à vendre, à acheter, ça il sait très bien faire. Si le choix d'Enrique, il n'est pas innocent. Comme n'est pas innocent le choix de Blanc et d'Emery. Ce sont tous les deux des entraîneurs qui sont dans un potentiel de progression, mais qui ont besoin de s'affirmer, qui n'ont pas de véritables antécédents, qui n'ont pas de véritable aura. Ça, Nasser, il va contrôler. Moi, j'ai connu des dirigeants comme ça, et vous citez les gens autour qui l'entourent. Ces dirigeants-là, leur problème, c'est qu'à un moment donné, plus personne n'ose leur dire la vérité. Plus personne n'a le poids ni n'a envie d'avoir un retour de bâton en lui disant la vérité. Les mecs comme Rib, les mecs comme son avocate, ils lui passent la brosse dans le dos en permanence, mais oui, mais c'est bien sûr, ils lui rapportent les petits ragots, les machins, les joueurs derrière, mais oui, président, vous êtes le plus grand président, etc. Voilà. Ce mec, il vit dans un monde virtuel. Il gère un club virtuel où il n'a pas les bonnes informations. Il ne les cherche pas parce qu'il s'est isolé de collaborateurs qui pourraient vraiment être des décideurs. Et il s'est entouré de gens qui lui lèchent les pieds en permanence. Ça peut pas fonctionner Olivier, comme ça. Est-ce que pour toi, Nasser, il doit partir ou est-ce qu'on... Moi, je suis comme Draya. Si Nasser, il est là pour inaugurer les chrysanthèmes, il est parfait, il est propre sur lui, il présente bien. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ça, il y a que l'émir qui peut répondre à cette question. Olivier, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, quand César avait pris le pouvoir à Rome, on a dû le poignarder. Et il est parti. Olivier, oui, tu étais là. Non mais d'accord, je pense qu'effectivement il y a des solutions peut-être moins brutales que celle-là, mais la mise hors d'état de nuire de Nasser est nécessaire, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Alors ça peut être en le bombardant président du comité d'organisation de la Coupe du Monde, très beau parachute doré, il quitte le club, mais ça peut être aussi en le marginalisant. Quand même, ça se resserre autour de Nasser. L'année dernière, on lui a fait sauter ses deux paravents qui étaient Kluivert et puis Létang. Cette année, on va lui faire sauter sa deuxième grande décision qui a été le recrutement d'Emery. Il est de plus en plus seul. Là, le roi est de plus en plus nu. Donc, je pense que... Enfin, je ne vois pas, je n'imagine même pas que la décision de le mettre hors d'état de nuire ne soit pas la résultante de ce qui s'est passé hier. Hier, ça a été trop brutal. Hier, ça a été trop évident. Enfin, toutes les difficultés du club sont apparues dans ce terrain à tous les niveaux. Au niveau sportif, au niveau mental, au niveau comportemental, au niveau du rapport avec les supporters. Là, c'est fumigène, mais ça va être catastrophique pour le club. Enfin, on sent que tout part à volo, qu'il n'y a rien qui est contrôlé. L'émir est là, bon Dieu, s'il n'est pas capable de donner un petit coup de pied à la fourmilière, là je crois qu'il faudra vraiment s'étonner. S'il ne sera rien de véritablement efficace de ça, là on peut vraiment s'inquiéter pour le projet du club. Et toi Basto, t'es plutôt id de Mars ou t'es plutôt pacifisme? Alors déjà pour revenir à qu'est-ce qu'était Enrique à Porto, c'était quelqu'un qui était considéré comme le lien avec les agents et le lien avec tout ce qui est les chefs scouts, mais c'était pas considéré comme le directeur sportif qui est, on va dire, exécutif dans les décisions du club hors recrutement. Pour en revenir à Nasser, moi je suis d'accord avec Olivier et Drayas que quand il était avec Carlo et Léo, il était très bien dans ce rôle-là, mais je pense que malheureusement un retour en arrière n'est plus possible puisqu'il a pris goût. Voilà. Il a pris goût à pouvoir prendre plus de poids parce que maintenant de toute façon il est trop proche de certains cadres du vestiaire. Donc pour moi, Nasser n'a plus d'autre choix que d'être mis hors d'état de nuire et je pense qu'il faudrait inviter... je pense que l'émir devrait inviter Laurence Boccolini pour lui dire « Nasser, vous êtes le maillon faible, au revoir ». Eh bien, je pense que c'est sur ces belles paroles que... J'ai une petite réaction encore, je suis désolé Jimmy. Encore. Je voulais d'abord une toute petite réaction sur les fumigènes où autant j'adore les fumis quand il y en a 5, 6 et peut-être une vingtaine qui sont craqués pour améliorer le visuel d'un tifo. Mais quand tu as, je sais pas, sans doute plus d'une centaine de fumis qui sont craqués au point où que tu es de la fumée sur le terrain qui te rappelle des Saint-Étienne-Lyon et que tu es des Galatasaray Fenerbahçe. Enfin, il y a un moment où les ultras faut qu'ils arrêtent de déconner quoi, parce que c'est
Il y a plein de choses positives à dire sur eux, mais récemment, dans l'utilisation des fumiers, on a l'impression qu'ils sont un peu en réaction par rapport au pouvoir. Ils en font beaucoup et ils en craquent vraiment, vraiment trop. Et c'est pas normal dans la Ligue des Champions de se retrouver avec un terrain enfumé comme il l'était hier soir. Ensuite de ça, je voulais réagir un petit peu sur... c'est bien beau de vouloir que Nasser parte, mais après, il faut être aussi réaliste. Il faut aussi penser à la manière avec laquelle dirige les pays des manières avec lesquelles sont dirigés les pays du Moyen-Orient, tout le copinage qu'était en train de mettre en exergue Olivier, c'est quelque chose qui est assez commun justement dans les pays du Moyen-Orient, dans la manière de diriger. Et va falloir chercher quelque chose de réaliste. Faut pas vous se dire tiens il faut que Nasser parte et puis il faut qu'on voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, par exemple Platini, ça pourrait être une idée formidable, Platini en directeur sportif, mais voilà, faut rester réaliste et faut essayer de trouver des solutions dans le cadre de cette réalité-là. Les gens qui ont investi chez nous, alors a priori à City, Basto a une érection à chaque fois qu'il en parle, ils ont su le faire, donc c'est possible. Mais faut rester réaliste dans nos ambitions. Ça sert à rien en fait d'espérer que tout change demain, parce que tout ne changera pas demain et il suffira pas de claquer dans les doigts. Ça ira doucement. Voilà. On leur demande pas d'abandonner le pouvoir. Oui. Ils restent les décisionnaires. On leur demande simplement de déléguer. Président délégué, ça a vraiment une fonction précise. Donc ça les dépossède de rien. Hein. J'ai très bien compris, Olivier, et je souhaite la même chose. Je dis juste qu'il faut prendre en compte cette réalité-là. Je pense que rien ne changera personnellement. Alors il faut tirer l'échelle, il faut se préparer à tirer l'échelle parce que ça va partir en couille. Ça part déjà en couille. Eh bien, mes amis, c'est sur ces mots d'espoir. Oui, non, moi je crois au sursaut, moi je crois à la prise de conscience. Je suis pas inquiet, je suis vraiment pas inquiet qu'ils soient capables enfin de comprendre qu'ils sont en train de foutre le projet en l'air. Non, je suis pas inquiet de ça. Eh bien, on espère et je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. On se retrouve très vite pour Metz samedi. Ça fait plaisir. Il y a un match samedi. Ouais, il y a Metz. Ça compte. Ça n'avait pas fini la saison là, j'avais l'impression que c'était terminé. Moi. On va avoir les rumeurs mercato. Olivier, t'es un supporter depuis les années 2000, on va faire un quadruplé, merde, t'étais où quand on avait failli descendre en Ligue 2? ça saute, je t'entends pas là. Je disais, t'étais où quand on a failli descendre en Ligue 2? On a un quadruplé, allons le chercher. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, moi non, j'arrive pas à me passionner pour ça maintenant. Je rigolais. On a 14 points d'avance. On va rencontrer probablement en finale de la Coupe de France une équipe de nationale. Bon, il y a un match qui peut être intéressant, ça va être le match contre Monaco. Celui-là, oui, il y a quelque chose, mais tout le reste, ça va être une lente fin de saison. On va attendre qu'une seule chose, c'est que ça se termine et qu'on puisse se projeter sur l'avenir, parce que là, la fin de règne est déplorable. Merci à vous, mes amis. Merci. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vous m'avez réconforté un peu. J'ai repris de... On est là. Ensemble, on va le faire. Eh bien, ensemble, je vous dis bonne soirée. Olivier, bonsoir. Merci à toi. Salut Jimmy, merci. Basto, merci à toi. Bonne soirée. Merci à vous, merci à toi. Rayas, allez, courage Rayas. Ouais, Jimmy, on va y croire. On va trouver des motifs d'espoir. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous sur leclubpanam.fr. Bise.